Voilà, normalement, vous avez eu donc le message qui vous indique que c'est enregistré. Bonsoir à tous donc et merci beaucoup de nous avoir rejoints donc pour cette visioconférence sur sous en tout cas l'interrogation l'Union européenne en fait-elle assez pour une alimentation de qualité? Alors dans le contexte actuel, où la guerre en Ukraine occupe tous les esprits, effectivement, cette thématique peut paraître un petit peu bizarre. Parler de l'alimentation et encore plus de l'alimentation de qualité et y consacrer une conférence sur l'avenir de l'Europe, puisque c'est dans ce cadre que cette visioconférence s'inscrit, ça peut paraître un peu exotique. Alors, nous avions décidé de cet événement il y a déjà plusieurs semaines et nous l'avons maintenu parce que, en y réfléchissant à deux fois, eh bien, la guerre en Ukraine, justement, elle-même nous rappelle à quel point c'est un sujet important, incontournable, stratégique et surtout au cœur des préoccupations de chacun. On va avoir l'occasion d'en reparler largement. Donc, nous sommes bien dans une conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire que la parole est ouverte aux participants pour interroger, mais également pour donner leur opinion ou pour formuler également des suggestions. Pour l'heure, je laisse la parole au président de la Maison de l'Europe, Daniel Bernusso, donc pour vous accueillir. Bonsoir Daniel, on ne vous entend pas. Votre micro est désactivé. J'active mon micro. Le micro est ça activé. Fonctionne. Alors, bonjour. Alors, bonjour notre conférencier. J'ai quelques, disons, craintes quant à la prononciation. Vous êtes monsieur Onofré? Onofré. Onofré. Eh bien, écoutez, c'est presque juste. Hein, on dit. Merci d'avoir accepté. Hein, Avec plaisir. Et même si effectivement cette audience est limitée. Alors, je souhaiterais vous proposer deux remarques, deux réflexions, suivies de deux interrogations et qui ont trait évidemment au libellé même de la conférence, sachant que le libellé, évidemment, j'ai un petit peu participé aussi pour le définir, hein, cet intitulé. Poser la question d'une alimentation de qualité, c'est d'une certaine façon rappeler que l'Union européenne a réglé le problème quantitatif de la faim. Il n'était quand même pas aussi évident que ça si on se rappelle la sortie de guerre, etc. La sûreté alimentaire, c'est-à-dire la capacité de se procurer de manière certaine et en quantité suffisante, on va dire, des denrées alimentaires, est en effet assurée dans les pays de l'Union européenne, ce qui est loin d'être le cas évidemment sur le reste de la planète, encore que n'oublions pas que les élèves, juste en France, ont besoin de la cantine, comme un certain nombre de groupes précarisés par la crise sanitaire ont besoin aussi, hein, des associations caritatives, hein, en quantité, hein, simplement. Hein. Donc ça, c'est ma première remarque. Il est évident que la crise ukrainienne risque peut éventuellement, sans doute à la marge, mais reposer ce problème de la sûreté alimentaire. À l'évidence, pour l'Union européenne, problématique principale est effectivement quantitative, hein, d'où le libellé. En termes, alors, moi, de ce que j'appellerais, mais vous me direz si vous êtes d'accord, la sécurité sanitaire. On est en gros sur cette thématique-là, c'est-à-dire l'assurance que les denrées alimentaires, effectivement, ne provoquent aucun dommage à la santé des consommateurs. En gros, c'est ça. Alors évidemment, on se souvient du traumatisme de la vache folle des années 90. Ce que l'on sait moins, me semble-t-il, hein, j'ai pris cette statistique, vous me direz si vous en êtes d'accord, c'est qu'il y a 1 million de décès annuels d'Européens qui sont imputables à une alimentation non saine à l'heure actuelle.
et que, semble-t-il, 30 millions d'Européens ne sont pas en mesure de s'offrir un repas de qualité par jour. D'où mes deux interrogations. Première interrogation, comment l'Union répond-elle à l'exigence de sécurité sanitaire, je suis bien sur la problématique de la sécurité sanitaire, dans la mesure où, évidemment, elle se doit de respecter le principe de la double ouverture, l'ouverture intérieure, unique, et évidemment l'ouverture extérieure dans le cadre de l'OMC. Puis ma deuxième interrogation, c'est la commission donc von der Leyen, avec la stratégie de la ferme à la table, de la ferme à la fourchette, tout ce qu'on veut, vise à promouvoir un système alimentaire donc équitable, sain, on est bien sur cette problématique, et respectueux de l'environnement. Or, on sait que cette stratégie est très discutée, et je vous serais tout à fait reconnaissant de nous donner les termes du débat. Voilà, j'espère que je n'ai pas été assez long, trop long, mais en même temps, j'attends avec beaucoup d'impatience votre réponse. Merci. En 2001, les patrons de Leader Price faisaient caca dans des raviolis. Ça vous va? Très bien. Donc, après cette intervention impromptue, João Onofre, donc vous êtes notre intervenant ce soir. Vous êtes chef d'unité indication géographique à la DG Agriculture et Développement rural de la Commission européenne. Et donc, finalement, le président a posé les premières questions. Je vous laisse y répondre. Oui, très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame. Merci surtout au Bureau de l'Europe du Limousin de cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et je voulais tout d'abord m'excuser parce que d'abord, d'entrer sur le fait que je vais sans doute assassiner votre belle langue, étant donné que ce n'est pas ma langue maternelle. Je peux me faire comprendre, mais pardonnez-moi tout de suite les erreurs qui vont venir, sur lesquelles j'ai de la peine à m'améliorer. Je voulais commencer par vous dire que c'est le pire moment pour organiser une conférence de ce type. Comme a dit Madame, la présentatrice, lorsqu'on a organisé ceci, tout ça nous semblait faire du sens. Aujourd'hui, dans quelques semaines, la situation de l'alimentation au niveau européen et mondial a fondamentalement changé. Pourquoi? Parce que l'Ukraine et la Russie, d'ailleurs, sont des pays fondamentaux pour l'approvisionnement de l'Union européenne et de certains pays limitrophes, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale et même Asie. Tout ça pourrait avoir des implications très importantes pour d'abord la sécurité alimentaire au niveau mondial, au niveau européen. Et déjà, pour approcher un peu les questions du président, la question ne semble pas être la disponibilité, mais va être ce qu'on appelle l'affordabilité, c'est-à-dire évidemment qu'en rajoutant au coût énergétique, à l'augmentation des coûts des pesticides, et évidemment, ça va gérer des coûts, les cours des céréales, des produits de base sont montés énormément et ça va gérer les conséquences dans la bourse des consommateurs. Et ça, et vous avez vu en particulier en France, a vu certains mouvements sociaux qui ont eu pendant les dernières années, ce n'est surtout pas des bonnes nouvelles. Et donc, la politique agricole a contribué au long des 60 ans, de ces 60 ans d'existence, à un système qui nous a permis de devenir autosuffisants, de fournir des aliments en quantité et qualité suffisante et à un prix raisonnable pour le consommateur.
grâce à un système très sophistiqué qui a été mis en place et perfectionné. Comme le président a dit, suite à la vache folle, il y a 25 ans, on a mis en place une politique de sécurité alimentaire dans le sens de protection de la santé, qui est la politique la plus exigeante du monde au niveau du Japon ou supérieur au Japon. On considère que l'alimentation européenne, et ça s'est reconnu ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, est la plus élevée du monde. Et ça nous ouvre des portes. C'est une bonne idée. Ça coûte de plus de produire, c'est vrai, ça a des coûts additionnels, mais ça nous permet d'avoir une réputation et une qualité qui nous permettent d'accéder aux marchés mondiaux à des prix, il y a une réputation garantie. Ce que je voulais aussi dire par rapport aux questions qui m'ont été posées, c'est que c'est évident qu'aujourd'hui, la stratégie de la femme et de la fourchette est en question, parce que ce qu'on a sur les principes ne sont pas en question. Évidemment, on sait très bien que la plus grande menace à la sécurité alimentaire de la population européenne, c'est le changement climatique. Et si on ne fait rien, c'est garanti que nous aurions vraiment des problèmes pour vraiment gérer les flux l'Europe du Sud qui deviendra désertique, qui ne pourra pas produire certaines productions qui pourront augmenter dans l'Europe du Nord, mais est-ce qu'on va pouvoir gérer ça politiquement? On en doute fort. Donc, pour nous, les objectifs sont corrects, elles sont là. Ce qu'on peut se poser des questions, c'est est-ce que les moyens sont adéquats? Est-ce que le timing est adéquat? Et quels sont les instruments qu'on va mettre en œuvre? Ça, pour amener d'un côté à une alimentation que ce soit de plus de qualité et protectrice de l'environnement, et d'autre côté, à continuer à assurer un tandem qui est absolument nécessaire. D'un côté, des niveaux de revenus acceptables pour les producteurs et des prix relativement raisonnables pour les consommateurs. J'étais très général, mais je serai ouvert à approfondir des éléments que vous estimez plus important sur un côté ou l'autre. Merci beaucoup. Alors, dans la stratégie de la ferme à la fourchette, il y a également la traçabilité qui occupe une place très importante. Est-ce que la traçabilité a un coût? Puisqu'on parlait du coût, on parlait de la capacité des consommateurs à s'offrir cette alimentation de qualité. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place? La traçabilité dans le système alimentaire, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Ça fait partie de notre système actuel de sécurité alimentaire en termes de santé. Vous voyez, par exemple, pour les productions de viande, elles doivent être traçables, même identifiables, étiquetables de l'éleveur jusqu'au supermarché. Là, il n'y a pas du nouveau. Ce que la Farm to Fork envisage d'établir à terme, c'est un système d'étiquetage de soutenabilité qui évidemment pose beaucoup de problèmes, c'est-à-dire ça serait des produits respectueux de certains critères et la soutenabilité doit être vue à trois points, environnemental évidemment, économique et social. Et comment y arriver, ce n'est pas encore clair aujourd'hui. Il y a des objectifs à long terme, mais on sait qu'il y a des alternatives
Il y a des voies qui sont en train d'être explorées, mais il n'y a pas encore. C'est pour ça d'ailleurs que c'est prévu que cette loi, quand on l'a proposé la femme à la fourchette, c'était prévu pour 2023, pas immédiatement. En ce moment, je crois qu'on va devoir réfléchir et réviser certains éléments de cette stratégie et éventuellement le timing. Il y a des questions importantes, certes, mais en ce moment, nous avons vraiment une question urgente. La semaine prochaine, la présidence française organise un conseil de ministres agricoles extraordinaire dont le ministre de l'Agriculture ukrainien sera présent et la Commission va annoncer tout un paquet de mesures de soutien au secteur qui, je ne peux pas m'avancer beaucoup là-dessus, c'est-à-dire d'un côté, soutenir financièrement les agriculteurs qui sont déjà affectés, même avant si on parlait par la hausse des prix des matières premières, et d'autre côté, explorer comment l'Union européenne peut, au niveau global, contribuer à augmenter la production de biens alimentaires pour approvisionner d'abord le marché européen et après les marchés limitrophes, y compris éventuellement l'Ukraine si nécessaire. C'est-à-dire que toute cette stratégie Farm to Fork va être retardée parce qu'elle conditionne également la stratégie pour la PAC. Oui, comme vous êtes en train de m'enregistrer, je dois être un peu plus prudent de ce que dit. Officiellement, je ne crois pas que vous avez quoi que ce soit comme source de la Commission qui va le dire, mais il y a les temps nous ont dépassés, tout à fait dépassés. Il y a certaines questions qui doivent certainement être mises sur la table. Je parlais par exemple de la question des objectifs. Bon, parlons d'un système de qualité, l'alimentation bio. La stratégie de ferme à la fourchette prône à ce qu'on établisse un objectif de 25% des superficies agricoles en bio. Aujourd'hui, on est autour de 8, ça dépend des pays, mais en moyenne dans l'Union européenne à 8. Lorsqu'on l'a posé, cette stratégie, il y a 3 ans, on était largement excédentaire dans la plupart des matières premières de base, sauf des cas très précis, les protéines, le soja, etc. On sait très bien que c'est évidemment le bio est une alternative pour la soutenabilité et quelque chose qui est souhaitable aussi du point de vue des revenus des agriculteurs, parce que c'est des produits qui ont en général des meilleures valorisations de marché, dans la plupart des cas, quand il y a un marché. Mais il y a des conséquences techniques sur les rendements et des changements à un tel niveau impliquent une diminution de nos exportations, incapacité d'exporter à exporter moindre quantité vers les pays limitrophes, des questions de sécurité. Donc aujourd'hui, on va devoir repenser l'alimentation comme un instrument de politique stratégique. Je vous donne un autre élément qui était largement mis en exergue en France, la question de ce qu'on appelle les clauses miroirs. C'est-à-dire d'imposer aux autres pays les mêmes règles de production qui existent dans l'Union européenne. C'est un débat qui aujourd'hui est pratiquement fini. Bon, d'abord, le débat, il y a certains aspects qui sont d'une certaine manière difficiles
à voir. C'est évident que le principe, il est bon, c'est-à-dire on doit importer des produits qui, grosso modo, respectent certains critères et on peut le faire via les résidus de pesticides, etc. Mais on ne peut pas se priver, en vue des besoins que l'industrie agroalimentaire européenne a comme grand importateur de matières premières du monde pour produire des produits transformés qui après on réexporte de toute une quantité de matières premières. Aujourd'hui, on ne peut pas. D'autre côté, on ne peut pas non plus espérer que les pays, par exemple, d'Amérique latine, auxquels on impose des restrictions aux exportations de bananes, après, ils veulent acheter nos vins sans conséquence. Ils ont le droit, etc. Donc, tout le débat aujourd'hui sur ça, qui est assez, on va sortir un rapport là-dessus, etc., plus tard, mais tout le débat est, disons, d'une certaine manière, noyé maintenant dans la question fulcrale que c'est comment assurer la sécurité alimentaire et l'affordabilité. Je ne sais pas comment dire ça exactement en français, c'est là. Parce que la question, ce n'est pas combien, c'est le prix auquel l'alimentation sera disponible. En anglais, c'est affordability, c'est la quantité, c'est-à-dire c'est l'effet inflationnaire. Et ça, bon, c'est ce que nous, on appelle le pouvoir d'achat. En fait. Le pouvoir d'achat. Donc, et ça, c'est des politiques qui ne seraient pas tout simplement avec l'agriculture. Ça, on va devoir prendre des mesures économiques un peu plus amples au niveau national et au niveau communautaire. On pense notamment à rendre plus flexible certains soutiens nationaux, évidemment les éliminations des déficits liés à la gestion de la monnaie, etc. Au fond, il y a toujours le même type de solution. C'est régler le problème, comme pour le Covid, régler le problème coûte ce qui coûte. Quoi qu'il en coûte. C'était l'expression consacrée. Est-ce que ça veut dire qu'on va finalement revenir à ces fondamentaux de l'autosuffisance alimentaire de l'Union européenne? Non, non. Qui est-ce qui, si, disons, jamais, on va toujours rester le marché le plus ouvert. Et c'est l'intérêt de l'agriculture française. J'ai donné l'exemple du vin dont je m'ai occupé. L'autosuffisance, ça fonctionne dans les deux sens. Qui est-ce qui va acheter vos vins si vous n'achetez pas des produits qui les intéressent? C'est ça la question. Et ça s'applique à Et par contre, notre production, notre production de viande a des prix qui sont, disons, acceptables pour les consommateurs et dépendant largement des importations. On parle d'Ukraine, on parle d'Argentine, on parle de tournesol, on parle de soja, on parle d'autres choses. C'est quand même important. Si c'est vrai que techniquement, on ne peut pas le faire. Si on le faisait à une échelle suffisante pour permettre, on peut avoir des solutions locales, on peut planter plus de protéines, mais on ne va jamais le faire à un niveau qui soit suffisant pour approvisionner notre industrie de production animale qui est gigantesque et extrêmement efficace. Donc, on restera effectivement dans le marché ouvert. Mondial tel qu'on l'a connu. On restera ouvert. D'ailleurs, un des aspects qu'on craint, c'est que lorsque la situation... Les pays comme l'Ukraine, c'est normal, ils ont interdit les exportations de produits de base. C'est tout à fait normal. Mais la Hongrie l'a fait, l'Argentine l'a fait et la Bulgarie est en train de faire. Tous ces réflexes, bon, c'est clair que pour nous, le plus dangereux,
et que ça aurait pu arriver pendant le Covid, c'est si ce type de mesures commence à devenir normal. D'abord, je me sers moi-même et après les autres. Parce que ça s'applique à tout. Parce que la Hongrie, ils ont peut-être des céréales, mais ils n'ont pas d'autres choses qu'ils ont besoin des autres. Et les autres vont le faire pour les autres choses qu'ils auront besoin. Donc, pour nous, c'est clair qu'une solution passe toujours, et comme le Covid dans le passé, quand il y a eu des questions des masques, quand il n'y avait pas de masques et que les pays ont, etc., ça n'a jamais fonctionné lorsque quelqu'un dit « je ferme les marchés », etc. Ça ne peut que rendre le problème le plus grave pour tous en général, parce que nos économies en Union européenne sont tellement dépendantes un des autres sur les aspects qu'on n'en soupçonne même pas, que si on commence à se fermer pour ça, on considère que c'est la pire des options. Donc, en ce moment, de notre côté, comme pendant la crise du Covid, on va faire tout ce qu'on peut pour préserver les marchés uniques. Je peux poser une question? Absolument. Oui, puisque nous avons un expert sous la main et que nous sommes souvent, on a des difficultés après de l'information là-dessus. Je reviens sur l'agriculture biologique ou l'agriculture de précision, enfin bref, cette new agriculture. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama rapide de l'Europe selon les pays dans leur degré d'avancement ou de retard, comme on veut? Oui. Merci. Je peux. J'étais avant les vents, j'étais le responsable de l'agriculture biologique. C'est moi qui ai, disons, conduit et lancé le règlement qui est rentré en vigueur il y a très peu de temps, qui a duré beaucoup de temps à négocier. C'était un règlement très difficile. Il y a un panorama qui est très, très différent selon les États membres. En général, le marché du bio est un marché en croissance. Il est aujourd'hui autour de 45 milliards d'euros au niveau européen. Mais la situation est tout à fait différente selon les États membres. Disons, le top of the class, le meilleur de la classe, c'est l'Autriche, qui a quelque chose comme 25, qui ont fait du bio depuis 30 ans, même avant qu'il y avait bio, où il y a un certain lien clair entre consommateurs, producteurs, et une demande très, très forte des consommateurs. Vous avez après des pays de l'Europe du Nord, Suède, Finlande aussi avec des niveaux relativement élevés. Le grand marché du bio, c'est l'Allemagne. L'Allemagne représente autour de 60% du marché du bio européen. Les consommateurs sont très, très gourmands des produits bio et ça fonctionne un peu comme un imam pour toute la production parce qu'ils sont très gros comme consommateurs et en plus très riches en termes de pouvoir d'achat. Donc, tous les produits européens sont en général faits en visant les marchés allemands. C'est un marché qui va toujours en France, qui se développe bien dans les dernières, je dirais, 15 ans, mais qui, à mon avis, a certaines limitations. Moi, j'estime qu'en France, il aura tendance à plafonner à court terme. Donc, pour moi, il faut réfléchir et que ça fait du sens de dire qu'il faut aller à 25% partout. Je vous donne des exemples de l'Espagne et par exemple du Portugal, que c'est un pays que je connais bien. Où qui sont des pays que je connais bien et les gens me disent pourquoi faire plus de bio parce que il n'y a pas de marché. Donc, le secteur agricole, il est capable de produire beaucoup plus de bio, mais en gros, sur les chiffres, ils sont à 7-8%. Mais le marché des produits bio ne dépasse pas de 1-2%. Donc, ils produisent bio, qu'ils sont obligés à vendre sur le marché conventionnel, donc à un prix équivalent au conventionnel. Donc, il y a tout ce type de limitations et
Et en Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, etc., bon, il y a des pays qui sont assez corrects, mais Roumanie, Bulgarie, etc., les pays où il n'y a pratiquement pas ni marché, ni production. En gros, c'est ça. Et disons, l'Ukraine, c'était un grand... on s'approvisionne beaucoup de matières premières, aussi bio des pays tiers. C'est aussi un problème pour le marché du bio. Bon, un problème relatif parce que... Mais surtout lié à l'industrie de transformation des Pays-Bas, Allemagne, etc., pour les œufs, pour les poulets, etc. Donc, en gros, j'espère avoir fait un peu d'un tour d'horizon dans l'Union européenne de comment, quelle est la situation. Et l'autre question ou observation? Je vois que tous les micros sont fermés. Alors moi, je vais continuer, s'il n'y a pas de questions, mais ça va devenir bientôt un dialogue, Oui. dialogue à deux, comme on dit. Bon, je souhaiterais que vous nous donniez des informations sur la politique des indications géographiques. C'est à la fois la philosophie de la boulot chose, actuel. voilà, la philosophie de la chose, et là, une fois de plus, un petit panorama à la fois sur les produits et sur les pays. Merci. Oui, très bien. La politique d'indication géographique, c'est un des signes de qualité reconnus au niveau européen. On la pratique depuis 1970, depuis qu'on a eu la première OCM du secteur vitivinicole. D'ailleurs, les indications géographiques ont été créées pour le secteur vitivinicole. Bordeaux, Champagne, Porto, etc. Ils ont d'abord été protégés dans ces secteurs. Le premier règlement pour la protection des appellations d'origine autre que alcoolique, autre que le vin et les spiritueuses, est le règlement de la réforme de la PAC de 1992, la grande réforme qui a éliminé ou pas baissé substantiellement les prix d'intervention et a construit les aides directes, etc., pour donner des solutions à des produits qui sont produits et directement liés à certaines régions. La France, il y a plein de ces produits. On parle du Roquefort, on parle du Cantal, on parle du jambon de Bayonne, on parle des produits de la pêche de Normandie, camembert de Normandie, tous ces types de produits qui peuvent être vendus avec leur réputation liée au terroir et comme ça fournir une mesure un débouché pour certaines régions qui ne pourraient pas survivre avec la production de produits, des mêmes produits comme des commodities. Et c'est une politique qui a eu un succès monstrueux. Aujourd'hui, nous avons au niveau européen 3500 indications géographiques reconnues entre vins, spiritueuses et produits alimentaires divers. Ça a eu un succès énorme en France, en Italie, en Espagne, dans les pays d'Europe du Sud en général, lié à une certaine culture de l'alimentation, à un meilleur rapport avec le monde rural, avec certaines traditions qui existent encore. Dans d'autres pays en Europe du Nord, traditions alimentaires différentes, etc., le système n'a pas tellement bien marché et ils ont été au début sceptiques, mais je commence à voir de plus en plus des indications géographiques parce que les gens comprennent quelque chose, c'est que s'ils créent une image sur laquelle le produit ils vendent, il est plus vendeur, ils peuvent retirer beaucoup plus de valeur pour leur économie des exploitations que sur base de
de la vente de produits traditionnels. Et ça, c'est un atout gigantesque de la politique d'indication géographique. D'autre part, n'oubliez pas le contexte international. On est en train de mener une bataille depuis 30 ans avec les États-Unis sur la question indication géographique versus ce qu'ils appellent common foods, des nourritures normales, ils appellent. Bon, pour eux, parmesan, c'est pas parmesan. Mozzarella, c'est comme de la gomme, non? C'est des fromages, c'est des pâtes dures, etc. Ça n'a aucun goût, etc. C'est des produits standards, industriels, pour les pizzas standards, et ça doit être bon marché, etc. Ce qu'on a fait, c'est utiliser dans nos accords commerciaux avec tous nos pays tiers, qui sont parfois critiqués par l'importation de certains produits, etc., pour protéger nos exportations de produits vers ces marchés. Je pense au Canada, je pense à toute l'Amérique du Sud, je pense à un marché gigantesque du Japon. On a un accord indication géographique avec la Chine, qui est le plus grand marché du monde. Donc, ce qui se passe, on va avoir avec l'Australie-Nouvelle-Zélande, on va exiger la protection des indications géographiques en Afrique du Sud. Donc, on voit par exemple que toute l'approche de nourriture de qualité versus nourriture standard dans le monde, c'est fondamentalement ça changé dans les 20 ans grâce à notre action, grâce à nos accords commerciaux, parce que qu'est-ce qu'on a à offrir? On a à offrir un marché gigantesque de 500 millions de consommateurs qui leur exige dans les négociations internationales notre approche à la nourriture. Vous devez le protéger, même si vous ne l'appliquez pas, vous devez protéger nos noms dans votre marché. Et c'est en train de marcher parce qu'au fond, l'accord avec le Japon, ça bloque certains produits américains. Leurs obligations avec nous, ça bloque l'entrée de certains produits standards américains qui ne respectent pas nos standards. Et ça, c'est fondamental et ça se voit dans notre bilan des exportations. Quand j'ai commencé dans ce travail il y a 20 ans, on était largement déficitaire. On avait un déficit entre importation et exportation des produits agroalimentaires. On importait beaucoup plus qu'on exportait. Aujourd'hui, on exporte beaucoup plus de produits agroalimentaires, surtout des produits transformés, haute valeur et vin, et on importe des produits de basse valeur, comme on dit. Donc, ça a transformé l'agriculture européenne. Bon, j'étais un peu long, mais j'espère exhaustif. Donc, par rapport à la situation de remise en question que nous vivons actuellement, pour le coup, pour les produits de qualité, tous ces officiels de qualité, eux, ils peuvent tirer leur épingle du jeu, même dans ce contexte très changé. Absolument, non, il n'y a aucun changement dans cette politique. Ça ne change rien parce que on estime que suivre les démarches de production de produits alimentaires ne réduit pas l'offre de produits. Il n'y a aucune limitation à la production, c'est-à-dire si vous voulez produire beaucoup plus de jambon et beaucoup plus de fromage, allez-y, ou beaucoup plus de vin. Il n'y a aucune limitation. Donc, il y a certaines limitations qui sont imposées par les groupements de producteurs pour garantir un certain prix. Ça, oui. Mais sont imposées par les gens qui gèrent les consortia. C'est très commun dans le vin pour maintenir un certain prix de maîtriser combien on peut faire dans les rendements dans certaines régions. Mais c'est un choix. Ce n'est pas une obligation venue de Bruxelles, c'est un choix commercial de la part des entités gestionnaires de CGG. Donc, on va venir avec une proposition le 31 pour révision du système, mais c'est une révision qui ne va pas, qui n'a franchement rien à voir avec la question beaucoup plus globale de la sécurité alimentaire. J'ai vu une main levée de Pierre Courtillou, donc il peut prendre la parole.
Oui, je sais pas. Parfait. Est-ce qu'on On m'entend vous bien entend là? parfaitement. Bon, c'est parfait. Moi, j'avais une petite question là. Je revenais justement sur ce qui était expliqué là juste avant, concernant notamment la protection, notamment de certains produits au niveau international. Là, justement, je crois qu'il y a eu le cas de l'Australie qui a été évoqué, et de tous les pays un petit peu américains, où il était assez difficile de protéger certains produits, notamment tels que le parmesan et autres. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'orchestrait au niveau international, savoir si, parce que je crois il y a des leviers qui sont tenus par les Nations Unies justement pour essayer de protéger notamment, je sais que ça existe pour les brevets déjà, pour les protections au niveau international, mais derrière, quid de Non, l'intervention de l'OMC par exemple, où il y a pas de levier actuellement existant? non, c'est-à-dire, c'est pas, l'OMC ne reconnaît pas les IG à même titre que les marques et les autres droits de propriété intellectuelle dans cet aspect. J'ai parlé de ça dans le cadre de nos accords bilatéraux avec nos pays tiers. J'ai parlé du Japon, mais j'ai mentionné aussi l'Australie. En ce moment, on négocie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On pense évidemment aux quantités de viande, je ne sais pas quoi, fromage, viande de brebis, lait en poudre que la Nouvelle-Zélande peuvent nous envoyer et l'Australie, mais ça implique en échange qu'ils doivent accepter notre concept de GI, c'est-à-dire dans leur marché, ils peuvent pas accepter d'autres produits qui ne soient pas les 3500 noms qui seront accordés. S'il y a un produit qui s'appelle parmesan, ils ne pourront pas le laisser rentrer dans leur pays. Bon, c'est des marchés qui sont très peu importants. Ce sont des pays petits, etc. C'est plutôt un problème exportateur, mais il y a une question de principe là-dessus. Et la question, on parle de Singapour, on parle de Vietnam qui accepte totalement nos... On parle du Japon sur laquelle on exporte 1 milliard de vins. Je viens toujours sur les vins, c'est un secteur que j'aime bien. 1 milliard de vins par an. Donc, tous sur indication géographique. Donc, ça nous améliore notre position compétitive par rapport aux Chiliens, aux Argentins, aux Américains qui exportaient des vins auparavant vers le Japon. Et donc là, cette bataille au niveau international, on est clairement en train de la gagner. Je vois que les Américains sont de plus en plus préoccupés et d'une certaine manière isolés. Mais bon, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait dans la même ligne des Américains. Heureusement, Oui. sur les matières beaucoup plus fondamentales que c'est protéger chaque centimètre carré du territoire européen. Bon, je suis quand même rassuré que les Américains sont de notre côté. Après, c'est vrai que sur le plan international, là, je reprends l'exemple du vin que vous utilisiez là il y a peu. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, je crois que c'est en Afrique du Sud, hein, si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils ont développé un certain nombre de cépages qui apparemment, sur le côté export, d'ici quelques années, pourront donner des vins de très très bonne qualité. Donc c'est vrai que... Oui, mais c'est vrai que le vin, on ne peut pas... bon, je suis passionné du sujet, je peux parler pendant des heures, donc arrêtez-moi quand... mais on ne peut pas prétendre... Et dans le secteur des vins, c'est un secteur très idéologique. Il y a... je crois que du point de vue européen, et moi je suis portugais, donc vous savez, bon, la culture du vin, c'est chez nous aussi, c'est exactement la même chose qu'en France. On est d'ailleurs les plus grands producteurs per capita du monde, plus que les Français, donc non, consommateurs, pardon. Donc, on a une vision très dogmatique chez nous. On a une vision qui est assez puriste, c'est-à-dire il faut respecter certaines choses, certaines règles, certaines pratiques, etc. Tandis que d'autres ont une approche beaucoup plus commerciale. La différence fondamentale entre l'Europe ou les pays traditionnels de viticulture en Europe et les pays du Nouveau Monde,
c'est c'est la flexibilité à laquelle on appelle vin. Et c'est-à-dire, sans un accord commun, et ça ne va jamais avoir un accord commun, on va toujours perdre dans ce débat d'essayer de nous mettre un contre l'autre. Notre viticulture, d'ailleurs, il y a 20 ans, était vraiment un désastre. On importait même des quantités gigantesques de vin d'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et on a réformé fondamentalement le secteur. Et aujourd'hui, on exporte 13 milliards. On exporte, et je parle d'exportation des vins européens ailleurs. Et on n'importe pratiquement plus, maintenant que les Britanniques sont sortis, on n'importe pratiquement plus, et un peu aux Pays-Bas et en Allemagne, mais des résiduels. Donc, notre viticulture est aussi, comme notre sécurité alimentaire, la meilleure du monde. On n'a rien à craindre avec personne. Notre qualité, notre diversité, notre variété. C'est vrai qu'ils prennent nos variétés et ils font des vins. Et certains de ces vins sont bons. Certains même très, très bons. Mais ils ça vont vaut pas jamais... les vins européens. Oui. Mais ils vont jamais pouvoir produire. Ils vont peut-être faire un château qui est exceptionnel ou des trucs comme ça, mais ils vont jamais pouvoir produire en quantité et qualité pour nous faire de la vraie concurrence. Parce que, franchement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je crois que si on revoit les choses de notre côté, on n'a rien à craindre. Ce qu'on a plutôt avec l'Afrique du Sud, c'est beaucoup de violations de noms traditionnels. Je vous donne l'exemple du Porto. Ils continuent, ils se sont continués à engager, ils sont dans notre accord engagés à le faire, et dans la pratique, ils ne le font pas. Et donc, c'est un peu différent des Japonais. S'ils se mettent d'accord, ils le font, et c'est fait, et c'est garanti. L'Afrique du Sud, bon, il y a certains principes. Bon, on va y arriver avec le temps, etc. Dans ces cas-là, qui est le gendarme quand on s'est engagé à respecter des indications géographiques et qu'on ne le fait pas? Qui amène une sanction? On a le droit de retirer certaines concessions commerciales. On n'a jamais fait, mais on a le droit de leur faire mal aussi où ça les intéresse. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, disons, il faut regarder ça d'une façon, c'est-à-dire il y a des liaisons partout. C'est vrai que d'une certaine manière, et ce qui est notre force, si on appelle ça l'effet Bruxelles, c'est le fait que nous sommes un marché gigantesque de 480 millions de consommateurs avec des standards super élevés et avec un niveau de vie qui est très, très haut dans le monde. Ça nous fait un marché qui est très appétissant pour les autres. Et donc, on peut utiliser ça pour faire valoir nos intérêts dans les pays tiers. Donc, oui, pour prolonger un peu sur ce thème, pour une question plus générale, est-ce qu'on peut parler d'une culture alimentaire européenne? Oui. Je crois qu'il n'y a pas une culture alimentaire européenne unique. Oui. Mais il y a un point commun. Et moi, je connais pratiquement tous les États-Unis, les États membres. Il y a peut-être un ou deux que je ne connais pas. Il y a deux choses qui sont très, la même chose si vous allez de Finlande à la Grèce, etc. C'est l'amour du football et l'agriculture familiale. Et tout ça, c'est lié aux origines agricoles. Il y a des pays qui donnent plus d'importance à comment on mange, etc. Mais vous voyez ça
un peu partout en Pologne, le soin de présenter des bons produits, les produits locaux, la viande de renne en Finlande, les pommes spéciales en Pologne, en France, je ne vous dis pas, en Grèce. Donc, oui, ça sont des éléments communs. Les cultures sont entre elles très, très différentes, mais ce qui est très, très commun, c'est que tous attachent une très grande importance à ce facteur. C'est ce qui explique ces standards élevés, je suppose, qui font que finalement, même la nourriture standard serait presque de la nourriture de qualité dans d'autres régions du monde. Absolument. Absolument. Je crois que c'est en fait une exigence des consommateurs qui sont devenus très, très puissants et ils ont eu un très, très fort pouvoir politique. Vous vous rappelez, il y a quelques années, le scandale des lasagnes faites avec de la viande de cheval et tout ça. C'était une fraude alimentaire commune, c'est-à-dire, c'est évident, ils ont trouvé la viande de cheval, c'était plus bon marché, etc. Effet de santé, aucun. Hein? C'était parfaitement bon pour la santé, etc. C'est juste ne pas respecter les obligations. Donc, le consommateur est devenu tellement exigeant que nous a poussé à faire des lois qui sont parfois considérées comme disproportionnées. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on peut protéger certaines exploitations. Vous voyez les pizzerias. Les Italiens ont la possibilité de protéger certains produits comme pizza napolitana. Ce qui va impliquer, si un jour on accordera cette protection, ce qui m'inquiète, ce n'est pas que les Italiens puissent protéger la recette, parce que c'est que dans les restaurants de France ou d'Allemagne, si on met dans notre menu pizza Napoli, elle doit respecter la recette. Donc, on doit contrôler ça. Donc, il y a quand même une question de proportion ici. Est-ce qu'on veut vraiment aller si loin, de faire des lois qui sont si poussées, qui nous obligent à après avoir des contrôles disproportionnés qui pourraient être vus comme pouvaient avoir des conséquences sur notre réputation. Donc, il faut choisir ce qu'on veut. Au niveau de la reconnaissance des appellations d'origine, enfin, voilà. Là, c'est la Commission en fait qui est à la manœuvre au niveau institutionnel. Oui. Oui, nous avons la responsabilité exclusive sur ça, c'est-à-dire il y a un processus, il y a un double processus. D'abord, l'appellation doit être reconnue au niveau national. Si l'appellation est reconnue au niveau national, après elle est transférée à Bruxelles et après enregistrée. Si une appellation est reconnue en France, il est justement protégé en France. Mais le passage à Bruxelles vous donne la protection de ce nom dans les 27 pays, plus la possibilité d'être inclus dans les accords internationaux. Mais c'est la Commission seule. Alors, je voudrais vous poser une question concernant la pêche. Concernant la pêche, au jour d'aujourd'hui, on aperçoit à peu près clairement les effets du Brexit sur à la fois l'approvisionnement continental, sur éventuellement la diversité des poissons, enfin la qualité. Est-ce que c'est quelque chose de neutre ou est-ce qu'effectivement ça a des incidences sensibles? C'est un secteur que je connais moins, mais je connais un peu. Mais une chose est vraie.
la question, le débat sur la question de la pêche, notamment suite au Brexit, en France, n'a rien à voir avec la réalité et l'importance économique de ce secteur dans l'économie du pays. La pêche représente quelque chose comme 0,1% du PIB. C'est vrai que c'est important dans certaines régions côtières, Normandie, Bretagne, et c'est normal. Mais je ne crois pas que à part la gesticulation politique qui était nécessaire des deux côtés, que le vrai approvisionnement, qu'il y a des vrais problèmes d'approvisionnement dans le côté européen. Il est plutôt problématique pour les Britanniques qui d'ailleurs, tous leurs produits de pêche servaient au marché européen. Je dois vous dire, la pêche, c'est un des secteurs où à niveau Union européenne, on a un niveau de autosuffisance plus bas. Vous savez de quel niveau? Autour de 30%. C'est-à-dire ce que nous consommons est deux fois et demi ce qu'on produit. Donc, l'Union européenne, disons, il y a au contraire de l'agriculture, il y a des limitations très, très fortes à la possibilité de pêcher de plus pour des raisons environnementales. L'aquaculture ne va pas changer la donnée, va permettre de produire un peu plus. Mais du point de vue économique, c'est évident que c'est presque, si vous voulez, le marché européen, s'il y a des poissons disponibles, il arrive. Donc, des poissons qui ont une valeur commerciale. Donc, à vue de notre situation économique, je crois qu'on va toujours on va être toujours être suffisamment approvisionné en poissons. La question, c'est que le marché, par définition, ne peut pas s'équilibrer parce qu'on ne peut pas jamais être autosuffisant, parce qu'on ne peut pas pêcher jusqu'à l'exhaustion. Il y a des limites physiques à la capacité. Donc, mais je crois que l'histoire en France relève plutôt des questions qui sont plus politiques qu'économiques. J'ai vu une main se lever. C'est toujours le même. Oui, j'avais une question qui ne concerne pas la pêche pour le coup. Si vous voulez, moi je suis sur un territoire où on va dire il y a la meilleure viande du monde qui est produite, si je puis me permettre. Après un peu de chauvinisme, on a beaucoup d'éleveurs, notamment de race limousine, sur nos terres. Et moi je me posais une question justement sur la thématique justement de la visioconférence de ce soir qui concerne notamment est-ce que l'Europe a les moyens d'assurer la qualité, si je puis dire, de l'alimentation. La qualité, on l'a bien compris, il y a des protections justement de produits, donc là on peut être à peu près garanti que ça sera fait. Et moi je m'interroge plus sur la partie diminution de la quantité produite qui peut impacter potentiellement la qualité des produits qui seront potentiellement délivrés par la suite. Je m'explique. Aujourd'hui, le territoire où j'habite, c'est un territoire qui est à grande dominante rurale. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour 6 départs à la retraite aujourd'hui de producteurs donc de viande, grosso modo, on en a un qui arrive. Donc, il y a d'énormes départs qui se font. Est-ce que demain, dans le cadre notamment d'une potentielle réforme de la PAC, il y aurait moyen, selon vous, de pouvoir insuffler un nouveau souffle, pas nécessairement qu'à l'échelle de mon territoire, mais à l'échelle européenne, on va dire de nouvelles vocations, afin de permettre justement à de nouvelles personnes de s'implanter et de préserver cette qualité de production qui est la nôtre, qui est la vôtre et qui est celle des pays européens aujourd'hui, dans le cadre éventuellement d'une refonte partielle de la PAC, par exemple. Oui, c'est une très bonne question, surtout venue du Limousin, où j'ai bien compris que c'est une des zones
plus sensible du point de vue de l'élevage bovine, qui est un secteur. Et là, une vraie question économique en France, plus qu'économique, aussi une question de population, de peuplement. Mais la première chose que je voulais vous dire, c'est que la France, c'est le pays qui reçoit le montant plus élevé de la PAC, autour de 9 milliards. Combien, est-ce que vous avez essayé de faire le calcul, combien de cette partie des 9 milliards part au secteur bovin? Alors, pour ma part, je vous avoue, je n'ai pas regardé dans le détail. C'est très peu. Et où est-ce que le reste part? Je pense que la majeure partie doit probablement partir dans la Beauce et la Brie, à mon avis, là où on a nos greniers. Voilà, avec les prix de marché qu'on a eu depuis longtemps, je crois qu'en France, on se pose toujours la mauvaise question. On dit, là, c'est la faute au Mercosur, c'est la faute à Bruxelles. On ne réfléchit jamais qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on reçoit. Et aujourd'hui, comme dans le passé, disons, la France a présenté un plan PAC. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein. Mais il y a quelques années, quand j'ai vu les chiffres de ce qui était dépensé de la PAC en France, c'était assez clair que le problème était évident parce qu'on investissait trop dans les secteurs qui n'avaient pas besoin de soutien et trop peu dans les secteurs qui avaient vraiment besoin de soutien. Donc, après, on peut dire oui, on peut peut-être bloquer le Mercosur à cause de ça. Non, ça ne fait pas de sens. C'est évidemment utiliser l'argent public où il est vraiment nécessaire. C'est vrai qu'en France, et ça, si on regarde, il y a un vrai besoin de soutenir certaines filières et d'autres, et repenser le soutien à d'autres. Mais ça implique du courage politique, ça implique toute une série de choses qui sont difficiles. C'est beaucoup plus facile de renvoyer la balle à Bruxelles. Mais vous avez dans le plan PAC tous les instruments nécessaires pour rééquilibrer, parce que la question, c'est vrai, la question du vieillissement de la population agricole, c'est un problème commun, mais c'est peut-être plus grave chez vous. C'est peut-être plus difficile de s'installer chez vous. C'est peut-être plus difficile, moins de services, les populations un peu plus loin, pas de médecins, pas d'école, je ne sais pas, hein, ou d'école plus loin. Là, c'est plus difficile et certains, le maintien de l'agriculture dans certaines régions, parfois, il exige certains efforts. Oui, après, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect sociologique du territoire, c'est vrai que contrairement aux céréaliers qui, entre guillemets, je ne fais pas le procès des céréaliers, hein, j'ai des amis qui sont céréaliers, mais c'est vrai que quand vous faites de l'élevage, derrière, moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont agriculteurs, notamment ovins et bovins, et c'est vrai que c'est un investissement de chaque instant. Vous oubliez les week-ends, vous oubliez les jours fériés. Et c'est vrai que statistiquement, bon après, je pense qu'il y a des choses, effectivement, comme vous le dites, hein, qui sont typiquement de l'ordre étatique à notre niveau. Mais voilà, après, par exemple... Ils doivent être réglés, mais disons, qui doivent être réglés d'une manière... Et je n'ai jamais entendu au niveau franco-français, j'ai participé à beaucoup de débats, est-ce que les gens se posent les questions dans ces termes? C'est toujours ah oui, il y a un problème avec le Mercosur, ah oui, il y a un problème de truc, il faut aller à Bruxelles, c'est la faute à Bruxelles, etc. Oui. Est-ce qu'on a des arguments pour solutionner notre problème ou on veut trouver juste des excuses pour... C'est ça. Bon. Je parle un peu trop franchement, mais bon, c'est peut-être c'est un peu tard déjà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Allez-y. Je demande s'il y a d'autres questions. Non, c'est OK pour tout le monde. Non, je ne voulais pas finir, c'est juste, j'ai dit que c'est tard parce que je me suis rendu compte que je parle trop franchement, donc je devais tenir un peu plus la ligne officielle.
Bon. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou observations, on va tous se quitter, aller manger un excellent repas de qualité, j'espère, tous. Avec de la viande label rouge. Ouais. Bon Et appétit et bonne soirée. Merci beaucoup, Joao Onofré, merci de pour m'avoir cette invité. intervention à un moment, effectivement, qui était sans doute pas le plus pertinent, mais enfin, quoi qu'il arrive, on espère qu'on continuera à manger tous les jours, donc ça reste un sujet central. Et Oui. j'ajoute avec mes remerciements que si vous passez en Limousin, si vous vous arrêtez à Limoges et si vous venez dans cette petite maison bleu-jaune, bleu surtout, qui s'appelle la Maison de l'Europe, n'hésitez pas, on connaît des restaurants où vous aurez votre plat de viande et vous en sortirez absolument. Oui, avec plaisir, invitez-moi dès qu'il y aura une bonne occasion, je n'hésiterai pas à passer. Oui. Nous avons eu l'année passée une journée portugaise avec un de vos collègues de là, et nous aimons beaucoup le Portugal. Europe et Portugal, c'est un beau mariage, ça. Oui, c'est super. C'est des pays qui sont très, très pareils dans la dimension, mais dans les cultures, dans les habitudes. Je me sens toujours à la maison, chez moi en France. Très bien. Bon, et j'espère, et apparemment de plus en plus de Français s'installent au Portugal, donc ce qui fait aussi, je crois qu'ils se sentent bien aussi. Surtout ceux qui sont un peu plus âgés, facilité d'impôts, etc. Bon, voilà. Bonne soirée. Bon, bonne soirée. Merci à tous, merci de votre participation. Au revoir. Au revoir.